Xavier Tibéri, la femme du maire de Paris, en garde à vue pendant 7 heures aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur les emplois fictifs du Conseil général de l'Essonne. D'autres emplois fictifs à la mairie de Paris, 200 au total dans les années 80, représentant 100 millions de francs de salaire annuel, révélation de l'ancien directeur du personnel de la mairie de la capitale. Indonésie, semaine décisive pour le président Suharto. Les manifestations ont repris à Jakarta, mais l'armée soutient toujours le dictateur. Jeanne d'Arc, telle que vous ne l'avez jamais vue, son vrai visage n'est pas celui des livres d'histoire. On vient de le découvrir sur les fresques d'une église près de son village natal, à Domrémy, en Lorraine. Madame, monsieur, bonsoir. C'est bien malgré lui que le couple Tibéri continue de faire la une de l'actualité. Aujourd'hui, la femme du maire de Paris, Xavier Tibéri, a été entendue par la police dans le cadre d'une enquête sur les emplois présumés fictifs du Conseil général de l'Essonne, à l'époque où Xavier Dugouin en était le président. Une première instruction portant sur un rapport controversé sur la francophonie, payé 200 000 francs à Madame Tibéri, avait été cassée pour vice de forme. Depuis, l'enquête a repris sous un autre biais et aujourd'hui donc, au terme de 7 heures de garde à vue, Xavier Tibéri est ressorti libre. L'enquête se poursuit. Olivier Caroff, Éric Delagneau. Xavier Tibéri, stoïque, presque impassible lorsqu'elle revient chez elle en début d'après-midi. L'épouse du maire de Paris est en garde à vue, entourée de policiers chargés de perquisitionner son domicile, place du Panthéon. Derrière la foule des journalistes, une fidèle des époux Tibéri laisse exploser sa colère. Xavier, laissez-la tranquille, merde! Désescale pas! 2 heures de perquisition plus tard, Xavier Tibéri reprend le chemin chaotique qui mène à la voiture des policiers. Direction la police judiciaire de Versailles, section financière, pour un interrogatoire qui va durer près de 3 heures. Les enquêteurs cherchent à savoir pour quelle raison Xavier Tibéri a reçu en 1994 plus de 200 000 francs du Conseil général de l'Essonne. Ce salaire, c'est le juge Éric Alphen qui l'avait découvert, presque par hasard et déjà lors d'une perquisition chez Jean-Xavier Tibéri. En guise d'explication, l'épouse du maire de Paris avait remis ce document, un rapport de 36 pages sur la francophonie, truffé de fautes de frappe et qui lui avait demandé, disait-elle, 8 mois de travail. Le commanditaire, Xavier Dugouin, RPR et à l'époque président du Conseil général de l'Essonne. Avec les époux Tibéri, il s'était retrouvé mis en examen dans cette affaire, mais un vice de procédure avait mis un coup d'arrêt à l'enquête. Aujourd'hui, elle repart de zéro. Après Xavier Tibéri, plusieurs autres personnes, notamment un proche de Charles Pasqua, devraient être entendues dans les prochains jours par la police. De sources judiciaires, une nouvelle audition ne serait pas exclue pour Xavier Tibéri, l'épouse du maire de Paris qui, dès sa sortie des locaux de la PJ, s'est rendue à l'hôtel de ville de la capitale. Et ce soir, le RPR et Jacques Toubon, qui est pourtant l'adversaire actuellement de Jean Tibéri à la mairie, s'indigne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais Jean Tibéri, lui, indique ce soir qu'il va saisir le Conseil supérieur de la magistrature après la mise en garde à vue de sa femme d'une manière qui, selon lui, je le cite, dépasse l'entendement. On a cherché, dit-il, à bafouer, à humilier, à déshonorer, à faire en sorte qu'avant toute condamnation judiciaire éventuelle, la condamnation médiatique soit rendue et annoncée. Jean Tibéri, quant à lui, en dehors de son duel avec Jacques Toubon, donc, est intéressé au premier chef par une autre affaire d'emploi fictif, à la mairie de Paris cette fois-ci, dans les années 1980-85. Premier adjoint du maire, Jacques Chirac, chargé de l'emploi, il avait sous ses ordres un directeur du personnel, Georges Kemar, qui révèle aujourd'hui aux Parisiens, et puis ensuite sur France 2, que la municipalité aurait salarié quelques 200 personnes qui n'avaient en fait aucun emploi réel. Le tout pour une somme annuelle évaluée entre 80 et 100 millions de francs. Pascal Doucet-Bon, Bernard Ronflet. Georges Kemar était directeur du personnel de la mairie de Paris entre 1983 et 88. À son arrivée à l'hôtel de ville, il tombe sur une bien curieuse situation. Il soupçonne la mairie de financer des emplois fantômes, dont il donne le profil à défaut de la liste. Il y avait un profil de népotisme, c'est-à-dire de proche d'un certain nombre d'élus, donc la catégorie, disons, un petit peu des familiers.
Il y avait un certain nombre de personnages donc, battus par le suffrage universel et qui étaient recasés donc, à la mairie en attendant des jours meilleurs. Il y avait également un certain nombre d'artistes, d'intellectuels donc, auxquels la mairie s'intéressait. Et puis une catégorie assez particulière qui était les anciens officiers municipaux délégués donc, de l'ancienne municipalité, de la municipalité préexistante, ce que j'appellerais un petit peu les militants. Et un circuit alors très particulier aussi qui concernait effectivement le secteur électoral donc, de la Corrèze en province. C'est le journal Le Parisien qui révèle l'affaire. Selon lui, la mairie a financé près de 200 emplois fictifs, une facture de 80 à 100 millions de francs par an pour les contribuables parisiens. À l'époque, Georges Quémard réclame le contrôle du préfet sur la légalité de ses contrats. Selon lui, l'État n'a rien trouvé à redire, alors le haut fonctionnaire a demandé à partir. J'ai assorti cette demande d'un certain nombre de commentaires écrits expliquant un certain nombre de dysfonctionnements et de dérives auxquels je n'entendais plus participer. On m'en a donné acte puisque le 15 juin 1988, c'est-à-dire dans bientôt 10 ans, dans un mois, j'ai été relevé effectivement de mes fonctions et affecté auprès du secrétaire général. Les faits concernent la période où Jacques Chirac est maire de Paris et en partie celle où Jean Tibéri est adjoint, chargé du personnel. Le maire de Paris était au courant de ce qui se passait ? Je ne crois pas. C'est, si vous voulez, des choses qui sont non pas de son niveau. Vous savez qu'il avait d'autres responsabilités et d'autres préoccupations. Il est clair que c'était des problèmes qui étaient gérés dans l'équipe politique centrale et notamment par l'adjoint au maire chargé du personnel à l'époque, Jean Tibéri, entre 1977 et 1983. Et bien entendu la direction du cabinet dont relevaient ces agents. Ces agents étaient rattachés à la direction du cabinet. Pourquoi vous parlez aujourd'hui ? Moi je parle simplement parce que j'ai vu une déclaration, dont je ne citerai pas si vous voulez l'auteur, mais qui se reconnaîtra je pense lui-même, dans laquelle il semble que ceux qui avaient la responsabilité de signer essayent en réalité maintenant de se dédouaner sur les subalternes. Autrement dit, il ne veut pas payer pour les responsables politiques. Depuis, Georges Quémard a été condamné à 18 mois de prison avec sursis dans une autre procédure. Il devrait être entendu mercredi par la police judiciaire. Au procès des assassins présumés de Yann Piat, la députée du Var, les avocats de la défense comptaient beaucoup aujourd'hui sur le témoignage du substitut du procureur de Toulon pour dire que l'instruction et l'enquête policière n'avaient pas été menées dans les meilleures conditions, dirons-nous, en exploitant toutes les pistes. Leur espoir a été en partie déçu. Reportage Agnès Varamian, Bruno Livertou. D'habitude, c'est lui l'accusation. Mais aujourd'hui, Albert Lévy est convoqué comme témoin, appelé à la rescousse des accusés. Paradoxal et délicat pour ce magistrat. Alors à la barre, il pèse ses mots. Y a-t-il eu des pressions politiques sur l'enquête, lui demande un avocat. Albert Lévy le pense peut-être, mais coincé par sa profession, refuse de répondre. Puis le magistrat s'avance. Les policiers, à mon avis, ont eu peur d'aller jusqu'aux politiques. Des policiers présents ce matin et qu'Albert Lévy a encore mis en cause. Ils ont négocié avec des gens du milieu. C'est la famille Perletto qui leur a donné le Macama. Un deal a été passé, je m'en étonne. Le magistrat avait enfin dit ce que la défense voulait entendre. L'intérêt de cette piste Perletto, c'est de savoir pourquoi ils ont donné cette information, dans quel but et d'où ils la détenaient surtout. Une affaire Perletto, un manque de transparence que le commissaire chargé de l'enquête balayera d'une phrase à la barre, comme devant les caméras. La police judiciaire n'a jamais révélé ses sources. Sauf que cet après-midi, surprise, la source avait fait le déplacement. Max Perletto en personne, venu vérifier lui-même que le commissaire tiendrait sa langue, venu aussi démentir l'existence d'une négociation avec le RPR à Paris. Je ne vais jamais à Paris, ni je prends l'avion parce que j'ai peur en avion. Et je ne fais jamais aucun déplacement. Donc je n'étais pas à Paris. Pour les avocats de la défense, avec Max Perletto et ses tractations, les hommes politiques rôdent encore autour de ce dossier. Mais au fil des débats, on le sent bien, la piste politique s'épuise pour laisser seuls dans le box, face à la mort de Yann Piat, les 7 accusés du Macama. Un sérieux incident a opposé ce matin la police aux forains de la Foire du Trône qui refusent leur déménagement et entendent maintenir leur activité dans le bois de Vincennes, près de Paris. Les forains avaient décidé ce matin de bloquer le boulevard périphérique. Un motard de la police a tiré sur les pneus d'un de ces camions qui tentait de forcer un barrage avant d'être lui-même légèrement blessé. 3 hommes ont été interpellés. Virginie Fichet, Arnaud Boutet.
Seuls 3 coups de feu dans les pneus ont pu stopper ce camion. Ce matin, l'opération coup de poing des forains en colère s'est transformée en mauvaise série américaine. Vers 11 h, 2 camions forcent un barrage mis en place par les forces de l'ordre à hauteur de la porte de Bercy. Les policiers font alors usage de leurs armes pour, disent-ils, se mettre en sécurité. Ils ont dégainé les revolvers, ils ont voulu nous tirer dessus, alors qu'il y avait plein de gens qui étaient autour. Ça aurait pu être dangereux, il y aurait pu avoir des victimes, quelqu'un aurait pu prendre une balle perdue. S'ensuit alors une course-poursuite jusqu'aux portes de la Foire du Trône où un motard est blessé, renversé par un des camions. Le policier a le bras cassé. Tout avait commencé ce matin par une opération escargot menée par 150 forains sur le périphérique. Tous protestaient contre le déménagement programmé de la Foire du Trône. On monte à la Foire du Trône depuis 1895. C'est des reçus de place que je pourrais vous faire voir. Et on ne veut pas bouger d'où on est, on veut rester où on est. Parce que d'abord, ils ont nulle part où nous mettre. Après les incidents de la matinée, 3 forains ont été interpellés et placés en garde à vue. Le conseil d'administration du Centre national contre le tabagisme, révoqué par le ministère de la Santé. Le directeur du CNCT est soupçonné de malversation financière. Les 3 syndicats de pilotes majoritaires à Air France appellent à un nouvel arrêt de travail les 24 et 25 mai prochains, pendant le week-end de l'Ascension. Le motif reste le même, les pilotes sont opposés à la réduction de leur salaire contre des actions dans la perspective d'une privatisation partielle du groupe Air France. Sa place dans ce journal est à la hauteur de l'événement. Tous les livres d'histoire nous montrent le visage de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans qui sauva la France de l'invasion anglaise, telle que les Anglais ont bien voulu nous la montrer, cheveux courts aux allures de garçonne. Eh bien la vérité est ailleurs. C'est une toute autre jeune femme que l'on a découvert sur les murs de l'église Notre-Dame de Bermont, près de Domrémy en Lorraine, là où elle naquit. Des fresques formellement identifiées par 4 experts. Jeanne d'Arc, telle que vous ne l'avez jamais vue, en exclusivité sur France 2. Marc Maisonneuve, Bernard Ronflet, reportage. C'est le vrai visage de Jeanne d'Arc. Cette peinture a été faite de son vivant, blonde aux yeux bleus. On est très loin de la Jeanne que l'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Celle du procès de Rouen où l'imagerie moyenâgeuse la montre cheveux noirs et courts, représentation de la culpabilité à l'époque. Alain Olivier, l'homme qui a permis de découvrir le vrai visage de Jeanne d'Arc. En 5 ans de travail, il n'aura pris qu'une semaine de vacances. Tout son temps est consacré à la restauration des trésors de la chapelle où Jeanne priait. En décembre 1995, avec un ami, nous avons sorti toute la masse de pierres qui étaient dans cette baie et nous avons donc mis à jour Saint-Thibaut. Une fresque représentant Saint-Thibaut datant du XVIIe siècle. Une peinture qui cache un autre trésor car en cours de restauration, entre les plis du manteau, sous la première peinture, une peinture du XVe siècle cette fois. C'est Jeanne d'Arc. Une Jeanne blonde, aux yeux bleus et au profil aquilin. Ce dessin-là est très naïf mais très expressif. Ce dessin-là, à droite, le petit dessin Jeanne en prière, est l'œuvre d'un spécialiste de l'époque. C'est un enlumineur qui a peint cette autre partie de la fresque. Jeanne d'Arc, toujours blonde aux yeux bleus, vient de mourir sur le bûcher comme l'indique la partie noire au bas de la peinture. Reste un secret. Les plis du manteau. Il y a un personnage devant Jeanne. Qui est-ce? Pour l'instant, les experts ne le savent pas. Prochainement, une grande conférence internationale sur l'exclusion sociale va s'ouvrir à Helsinki. Mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Exemple, celle des habitants relais dans les banlieues les plus difficiles, des femmes, des hommes, prennent en charge les démarches des plus démunis face à la vie sociale, aux démarches face à l'administration, aux gestes les plus simples qui, s'ils ne sont pas accomplis, peuvent avoir des conséquences terribles. Enquête Anne Guéry, Philippe Jasselin. On se met aux fenêtres, il faut dire qu'est-ce qu'on voit. On voit du béton, du béton, du béton. Il n'y a rien à voir. Moi, ce qui m'arrive, c'est que je parle au mur. Je sais que j'ai un problème, je suis handicapé, j'ai des problèmes de tête. Mais bon, je crois que ça n'arrange pas les choses. Toute sa vie fut un cauchemar. Aujourd'hui, sa santé mentale vacille. Elle vit d'une allocation handicapée, 3 000 francs par mois. En face d'elle, Claude, qui un jour l'a sauvée du pire. L'administration lui avait bloqué son allocation. Elle en était réduite à mendier. Et au niveau de votre carte, de votre allocation, elle passe directement maintenant? Claude a régularisé son dossier et depuis, elle veille à ce que la sécurité sociale lui verse son allocation
en temps et en heure. Il n'avait même pas 100 francs pour manger, je veux dire, c'est quand même important. C'est le médecin du coin qui l'a dépanné avec 100 francs, c'était 10 francs à droite, 10 francs à gauche, c'est quand même... c'est pas évident de demander 100 francs à son médecin. Une femme adulte qui a perdu le réflexe de s'occuper d'elle-même, de sa santé, de sa survie. Claude fait avec elle le travail d'une assistante sociale, un peu celui d'une psychologue, mais elle n'est rien de tout cela. Elle est habitant relais, une formule créée pour désigner ces mères de famille qui habitent le quartier et qui sont un relais entre les plus démunis et les institutions. Excusez-moi, vous pouvez juste ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. Françoise est une habituée de la caisse d'allocation familiale. Ce jour-là, elle accompagne une jeune femme de 20 ans, seule avec un bébé, qui ne sait même pas ce à quoi elle a droit. Oui. Par contre, il faut finir de compléter cette partie-là. Mais moi, je suis en stage, je ne suis pas salariée, je touche rien, moi. Comme tous les habitants relais, Françoise a été formée sur l'initiative d'un médecin à toutes les subtilités des allocations familiales, ACEDIC, Sécurité sociale. Toutes ces pesanteurs qui parfois provoquent l'exclusion d'hommes et de femmes qui n'y connaissent rien et qui finissent par avoir peur de se présenter à un guichet. Peur de l'administration, ça... Pourquoi? Ils ont l'impression d'ailleurs comme ça qu'ils leur parlent dans un langage qu'ils ne comprennent pas. Et à chaque fois revenir c'est lourd. Et la personne, c'est quoi? Elle va y aller une fois, 2 fois, mais quand 3 fois, 4 fois, elle commence à baisser les bras. Et s'il n'y a pas quelqu'un à côté d'elle pour dire s'il faut continuer, la personne va arrêter. Je ne serais pas là, j'aurais laissé tout tomber, ils auraient pris ce qu'ils voulaient, ils auraient fait ce qu'ils voulaient. Et je suis dans une situation catastrophique. Je vais voir avec l'aide médicale demain matin pour essayer de t'enclencher à la fois ton RMI et ton aide médicale. D'accord? C'est moins froid ici que, par exemple, la sécurité sociale, où il faut prendre son numéro, attendre, et puis avec un guichet ou quelqu'un qui a travaillé toute la journée, qu'on a marre de voir toutes ces têtes. Voilà. Salut! On a le temps d'écouter les gens, on a le temps de les accompagner et on ne les lâche pas. Faites attention à vous. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? C'est d'entendre. C'est d'entendre ce que les gens n'arrivent pas à dire, soit à un psy, soit à un médecin. Et c'est difficile des fois, c'est très très difficile. J'ai accompagné une personne il n'y a pas longtemps en fin de vie. Et j'oublierai pas. Mais on commence à se blinder, je dirais. Les infirmières se blindent quand elles voient un corps. Nous on se blinde aussi. Je ne sais pas combien de temps, hein, parce que je pense qu'à un moment de notre vie, il va falloir changer de travail, parce qu'on ne pourra pas supporter toute la misère, mais très intéressant. Elles sont souvent la dernière chance des plus exclus de la cité. Elles ont créé un vrai métier avec de maigres subventions. Leur salaire, 5 000 francs par mois, pour être là au bon moment, auprès de ceux que les professionnels de l'insertion ne parviennent plus à aider. L'homme d'affaires que l'on dit le plus puissant du monde, Bill Gates, le patron de la firme Microsoft, en difficulté pour la première fois. Le ministère de la Justice américain l'accuse de violer la loi anti-monopole très stricte aux États-Unis. Bill Gates est accusé de pratiques anticoncurrentielles, ses clients étant, dans les faits, obligés d'utiliser ces logiciels pour accéder au réseau Internet. Washington, Philippe Gasson. La rumeur planait depuis plusieurs semaines, voilà qui est fait. Bill Gates va connaître les rigueurs de la justice américaine pour violation de la loi antitrust qui doit garantir une réelle compétition dans l'industrie. C'est Jeannette Reynaud elle-même qui annonce la décision. La mesure prise aujourd'hui a pour but d'assurer que les consommateurs et les fabricants aient le droit de choisir le logiciel qu'ils souhaitent installer sur leurs ordinateurs personnels et que personne d'autre ne choisisse à leur place. Microsoft et le nouveau Windows 98 qui aurait dû être proposé au public aujourd'hui représenteraient plus de 90% du marché. Pour la justice américaine, il s'agit là d'une situation de monopole insupportable. Bill Gates, pour éviter de gros ennuis, va devoir retirer son système de navigation sur Internet Explorer ou y ajouter Netscape, son principal concurrent. Il devra en fait laisser le choix. Pour éviter d'en arriver là, l'homme le plus riche des États-Unis n'a pourtant pas ménagé sa peine. Depuis des semaines, Bill Gates a multiplié les contacts, les rendez-vous. L'homme plutôt peu bavard change de méthode et essaie de rassembler autour de lui tout ce qui pourrait faire fléchir le gouvernement. À présent, c'est la riposte. Nous allons nous défendre vigoureusement.
même si nous sommes déçus d'être poursuivis. L'exemple donné par le ministère de la Justice est le suivant. Bill Gates serait cet industriel qui aurait le monopole sur les lecteurs de CD, qui obligerait ses clients à acheter ses propres CD pour utiliser son propre lecteur. La pilule miracle contre l'impuissance, Viagra, connaît un succès sans précédent aux États-Unis. Toutes les pharmacies sont approvisionnées. Ce produit inventé et commercialisé, d'abord donc en Amérique avant d'arriver en Europe, a vu le jour en partie grâce à un cardiologue français, un Bordelais, installé là-bas depuis 14 ans et qui a procédé à tous les essais sur l'homme. New York, reportage Dominique Derda. Il tape avec un seul doigt et ne s'est jamais défait de son accent français. Mais ni lui, ni son employeur américain ne s'en soucient vraiment. Ce qui compte dans une compagnie comme Pfizer, c'est la qualité du travail qu'on fait. Et que vous ayez un accent, que parfois vous ayez du mal à vous exprimer en anglais, que vous venez d'un pays étranger, n'a pas d'importance, dans la mesure où vous faites le travail. On demande de vous et vous le faites bien. Et son travail, Pierre-André Vicker l'a bien fait. Si en quelques semaines, Viagra a battu dans les pharmacies américaines tous les records de vente de médicaments, c'est en partie à ce médecin français qu'en revient le mérite. Selon les statistiques du ministère de la Santé, on estime à plus de 20 millions aux États-Unis le nombre d'hommes souffrant de problèmes d'impuissance. Grâce à cette petite pilule bleue, ils retrouvent enfin leur virilité perdue. On n'a jamais vu autant de gens se ruer sur un médicament, comme c'est le cas depuis les dernières semaines. Ça a pris de telles proportions qu'on dirait que tout le monde en veut. Cette découverte, comme souvent, est un peu le fruit du hasard. C'est en testant une molécule dont on espérait qu'elle fût efficace dans le traitement des angines de poitrine qu'on s'est aperçu d'effets secondaires pour le moins inattendus. Les patients étaient pris de soudaines érections. Pierre-André Vicker a supervisé les essais cliniques aux États-Unis et au Canada. Les résultats obtenus ont dépassé toutes ses espérances. On a reçu des lettres de malades qui nous ont dit merci. Des gens dont le mariage avait été brisé, qui avaient perdu leur épouse. Des gens qui ne peuvent pas avoir de relation avec une personne du sexe opposé en raison de leur problème médical. Et des gens qui nous ont écrit en nous disant merci parce que le produit a vraiment changé leur vie. Cela fait 14 ans que ce cardiologue bordelais a émigré aux États-Unis. Bien sûr, il lui arrive parfois de regretter le Médoc et le foie gras du Sud-Ouest. Jamais pourtant au point de songer à replier bagages. La France, il y retourne en vacances, en famille, mais il a trouvé ici en Amérique un climat qu'il juge plus stimulant. Ce qui me plaît, c'est qu'ils sont vraiment, en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, souvent à l'avant-garde de la recherche. De quoi supporter longtemps encore la bière et la pizza fast-food. Ah oui, ça c'est le pain pizza. Tu préfères l'Amérique, il est vrai, offre d'autres avantages à ceux qui viennent contribuer à sa richesse. L'actualité internationale la semaine sera déterminante pour le maintien au pouvoir du président Suharto en Indonésie. Les défilés ont repris aujourd'hui dans la capitale, Jakarta, mais pour l'instant, l'armée lui reste fidèle. Sur place, nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier, Bruno Giraudot. Les fleurs ont séché, mais personne ne songe à les enlever. Elles sont posées à l'endroit même où, mardi dernier, 6 étudiants de cette université de Jakarta ont trouvé la mort, abattus par les forces armées, alors qu'ils rentraient d'une manifestation dans les rues de la ville. C'est donc ici que tout a commencé. C'est ici aussi que s'entretient le climat de lutte contre le régime en place. Depuis une semaine, les cours sont arrêtés. Et dans les couloirs, les bureaux, les salles de réunion, la coordination étudiante prépare les prochaines manifestations. L'ambiance est bon enfant, mais grave et déterminée. Les événements de ces derniers jours ont durci les positions. Nous voulons une réforme totale dans le pays, pas seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique. Nous voulons avant tout que Suharto démissionne, et pas seulement qu'il change de gouvernement. Liberté, vive les réformes, Suharto démission, et les différents cortèges d'étudiants qui se dirigeaient en fin d'après-midi vers le Parlement reprenaient évidemment tous ces mots d'ordre. Face à face tendu avec les soldats, qui gardent le bâtiment officiel, mais aussi échange de fleurs, les manifestants veulent fraterniser avec les militaires. Quelques centaines d'étudiants et certains leaders de l'opposition entreront pacifiquement dans le Parlement pour remettre une pétition à son président. Un peu de nervosité de deux côtés, mais la manifestation se finira sans incident. Dans l'après-midi, la politique reprendra ses droits. Coup sur coup, le président du Parlement demandera lui aussi la démission de Suharto et Amin Rais, un des leaders de l'opposition musulmane, appellera l'armée à rejoindre le peuple. Au lieu de supporter le gouvernement de Suharto, l'armée ferait mieux de soutenir le peuple indonésien.
Pour ajouter un peu plus à la confusion, il y a quelques minutes à peine, le général Viranto, ministre de la Défense et chef d'état-major des armées, prononcera une phrase ambiguë. Je mets en garde le peuple contre les risques de voir les manifestations dégénérer en anarchie. L'armée est garante de la stabilité de la nation. Une phrase qui place l'armée en position d'arbitre. Ce soir, c'est donc la confusion qui règne à Jakarta. Ambiance de fin de règne, trahison, opportunisme, lâcheté, tout est réuni pour que la situation dégénère. Isolé dans son palais, le président Suharto ne peut plus compter maintenant que sur la police et une partie de l'armée pour se maintenir au pouvoir. À 4 mois des élections générales, le chancelier allemand Helmut Kohl s'est présenté à Brême au congrès de son parti, les chrétiens démocrates. Longuement applaudi, il a donné le coup d'envoi de sa campagne personnelle, d'abord contre son adversaire social-démocrate, Gerhard Schröder, agitant la possibilité d'une alliance entre les sociaux-démocrates et l'ancien parti communiste de RDA. Le président égyptien Hosni Moubarak en voyage officiel à Paris. Première rencontre avec le président de la République, Jacques Chirac. Au centre des discussions, le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Les deux hommes sont tombés d'accord pour dire que les Palestiniens avaient droit à un État indépendant et ils ont demandé la convocation d'une conférence de paix pour la région. L'histoire maintenant, l'histoire de ce qui fut à un moment donné l'actualité. Mai 68, la grève de la télévision et les images volontairement dédramatisées par les censeurs donnèrent rapidement aux radios privées, à l'époque, principalement Europe 1, le monopole de la retransmission à chaud, en direct des différentes manifestations dans Paris. Parallèlement, les photos des affrontements firent prendre conscience à l'opinion publique de l'importance de l'événement. Enquête Vincent de Guyenne, Jean-Marie Lecartier. Oui, je crois que c'est en bas de la rue Saint-Jacques, là. Gilles Schneider avait 25 ans. Il était reporter à Europe 1. Ouais, c'est là, c'est en bas, là. C'est au carrefour, là. Alors là, on était mal parce que on a nos voitures, comme toujours, placées à un carrefour, une voie de dégagement. Donc nous, dans la bousculade, la voiture est complètement tournée. Et là, vraiment, on a eu chaud parce qu'on était dedans et on risquait de prendre feu parce qu'il y avait des cocktails Molotov qui étaient balancés, il y avait des tas de choses. Sans voiture ni magnétophone, c'est sur pellicule que Bruno Barbet a fixé chaque instant de ce mois de mai. Photographe de l'agence Magnum, il rentrait du Vietnam quand sur la Sorbonne a soufflé un vent de révolte. Alors, de la brise à la tempête, il a suivi les contestataires. L'œil du photographe a pu saisir à l'envi la détermination des étudiants, la violence des combats, la passion des débats. Le caractère anticapitaliste, il y avait une effervescence, une grande liberté évidemment d'expression, un défoulement aussi collectif. Et c'était même la nuit transformée en dortoir. Les gens dormaient sur les bancs là derrière moi. Image insolite bien sûr. Mais c'est dans la rue que les reporters faisaient le plein d'émotions. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Tandis qu'autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS? Oui, le mot extraordinaire peut paraître choquant comme ça, mais c'est vrai que c'était extraordinaire parce que d'abord, c'était la première fois qu'on voyait une telle violence. Deuxièmement, vous l'avez entendu, c'est dans un premier temps les manifestants qui chargent les CRS, c'est les forces de l'ordre. Et puis, c'est la première fois pour nous, Radio Reporters, qu'on rend compte d'une situation comme ça en direct. Je dirais un peu comme des radio reporters sportifs. Des journalistes en direct dans tout le quartier latin. Très écoutés, les radios périphériques inventent l'info immédiate et continuent. Les forces de l'ordre n'apprécient guère, les manifestants savent en temps réel où elles se trouvent. Et le récit radiophonique excite l'imaginaire de l'auditeur. Les photographes ne sont pas plus appréciés pour autant. Les barricades sont en feu. Début mai, ça se passait pas trop mal. Mais dès que les photos ont été publiées dans la presse, des photos où on montrait des CRS en train de tabasser des Parisiens qui allaient acheter leur baguette de pain, ou s'acharner sur des gens à terre à 5 ou 6, évidemment, ils ont très vite compris la force d'une image et le préjudice que ça pouvait leur créer. De nombreuses photos sont publiées. Elles choquent l'opinion, mais ce sont les radios dites radio-barricades qui gênent l'État. Alors... Nous venons de recevoir un ordre du gouvernement nous interdisant l'utilisation des radiotéléphones. Cette mesure touche toutes les radios qui retransmettent les informations aujourd'hui.
Donc, quand même, faisant notre devoir de journaliste, nous essayerons de vous tenir au courant complètement. À l'unanimité, les journalistes décident de continuer sans les moyens directs. D'accomplir. Pour cela, ils prendront de la hauteur et téléphoneront de chez les auditeurs, qui spontanément ouvrent grand leurs portes aux radioreporters. Pendant qu'on était en train de décrire ce qu'on voyait, eh bien on sentait une odeur de friture. C'était la maîtresse de maison qui nous faisait cuire rapidement un steak ou une omelette. Parce que inutile de vous dire qu'on travaillait en gros 18 heures sur 24. Le 30 mai, la grande manifestation gaulliste signe la fin du mouvement. Un événement chassant l'autre, les deux reporters repartent en Asie et en Tchécoslovaquie. Au regard de l'actualité internationale, mai 68 a pris une valeur toute relative, mais il ne leur est manqué pour rien au monde. Et ces photos de Bruno Barbet, vous les retrouverez dans un livre intitulé Mai 68 aux éditions de La Différence. À la veille de l'été, un rappel très important sur la sécurité dans les piscines, qu'elles soient publiques ou privées. Chaque année, en effet, l'inconscience des baigneurs et de certains parents provoque bien des drames. Reportage Yasmina Farber, Didier Beaumont. 3 enfants au bord d'une piscine, c'est l'image du bonheur, c'est aussi l'image de la peur. Selon le Centre de documentation et d'information de l'assurance, la noyade est sans doute la première cause de décès par accident domestique pour les enfants de 1 à 4 ans. Ophélie, 3 ans, Morgane, 5 ans et Adrien, 7 ans et demi, ne restent jamais sans surveillance. Avec ses sœurs, l'aîné doit d'ailleurs rester vigilant. Je dois les surveiller, de ne pas courir, de ne pas les pousser. Première mesure de sécurité, apprendre à nager le plus rapidement possible aux enfants. Dans cette piscine de Saint-Laurent-du-Var, un aménagement permet un accès plus facile pour les petits. C'est très pratique parce que c'est donc une plage qui descend doucement, donc qui permet aux enfants d'arrêter quand ils sont à la hauteur critique pour eux. Ils ne sont pas directement dans une hauteur qui leur fait peur. Autre assurance sécurité pour les parents, le maillot flotteur très en vogue. Disponible pour les enfants de 6 mois à 5 ans, ce maillot soutient mieux le corps qu'une bouée ou que des brassards. Petit à petit, quand l'enfant va prendre la facilité dans l'eau, quand elle n'aura plus peur, on va enlever les plots 2 par 2. Et ça fait qu'au bout d'un moment, on va rester avec 2 plots. Et elle va avoir tellement de confiance dans l'eau que le jour où on enlève les 2 derniers plots, on lui met le même maillot. Et elle va nager. Les propriétaires ont le libre arbitre pour mettre en place des filets ou des barrières dissuasives pour les tout-petits. En Australie, les bassins sont obligatoirement protégés par des clôtures d'au moins 1,50 m avec des serrures. Bâches, alarmes, les gadgets existent, les constructeurs pas vraiment convaincus. Il ne faut pas se fixer et penser que l'alarme va faire tout pour vous. Il n'y a que la surveillance constante et surtout leur apprendre à nager immédiatement. Les pompiers interviennent régulièrement pour des noyades. Ils préconisent les gestes qui sauvent. Libération des voies aériennes, immédiatement, pratique du bouche à bouche, du massage cardiaque si nécessaire, mais ça demande quand même une pratique, ça demande des connaissances, et c'est pour ça que l'on peut conseiller à l'ensemble de la population l'apprentissage de ces gestes de survie. En France, il n'existe aucune réglementation pour les piscines privées. Comme pour tout accident domestique, seule la vigilance vous fera passer de bonnes vacances au bord de l'eau. La France vient de tourner définitivement la page d'une des plus belles aventures de sa pêche commerciale dans les eaux de Terre-Neuve, au large du Canada. Le dernier chalutier, les Terre-Neuvas, le Victor Pleven, désarmé en 92, vient d'être transformé en musée. Désormais, il emportera nos rêves immobiles amarrés à un quai du port de Lorient. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. À bord du Victor Pleven, tout est en place comme lors de son dernier jour de campagne. Le radio est à son poste. Sur la passerelle, il ne manque aucun instrument. Ici, on s'est efforcé de faire revivre chaque lieu. Confort sommaire et promiscuité. La première chose que font les matelots lorsqu'ils découvrent le navire, c'est d'abord d'aller dans leur cabine. Claude Jouffre a été pendant 14 ans second capitaine du Victor Pleven. À l'heure de la retraite, il est de retour sur le bateau comme guide. C'est un métier très dur, de par le temps, l'absence et par le métier lui-même, parce que travailler dans les banquises, toujours le froid, le mauvais temps, c'était vraiment très dur. Donc le Victor Pleven représente une belle image de ce métier. Le Victor Pleven a été le dernier et le plus grand chalutier usine à pêcher la morue sur les terribles bancs de Terre-Neuve.
Construit en 1971, il est désarmé en 1992, car la France n'a plus de quota de pêche dans les eaux canadiennes. Condamné à la casse, il est sauvé par un particulier. En visitant le bateau, j'ai vu les stigmates de ce qu'était le travail à bord du bateau. Je crois que ce navire porte sur lui la difficulté de la vie des hommes à bord. Et quand j'ai su qu'il allait partir à la casse, je me suis dit que c'était pas possible, qu'il fallait le sauver, qu'il fallait le garder. La France n'a conservé aucune des goélettes qui, du temps de la marine à voile, faisaient le grand métier. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle ignore aussi sa pêche industrielle. Denis Conner a investi 11 millions de francs. Alors pour sauver le Victor Pleven, il compte aussi sur le soutien du public. Gérard Depardieu, victime d'un accident de moto aujourd'hui dans le département des Yvelines, près de Paris. Il a été transporté dans un hôpital à Rambouillet. Selon les pompiers qui l'ont secouru, l'acteur n'est que légèrement blessé, peut-être un traumatisme crânien et une blessure à la jambe. Quelques jours de repos et Gérard Depardieu pourra reprendre le tournage d'Astérix, film dans lequel il joue, bien entendu, le rôle d'Obélix. Ça nous amène au Festival de Cannes, présentation officielle ce soir du film italien de Nanni Moretti, Avril en français, un nouveau journal intime du réalisateur italien sur les joies de la paternité. Reportage Stéphane Auman, Jacques Garniche. En avril, Nanni se découvre un fils. En mai, Moretti fait ce qui lui plaît, un film drôle et intelligent sur les états d'âme de la paternité. La ginecologa ha detto facciamo il parto cesareo. Io chiedo di assistere, spero che mi dicano di no. Ciao. Hanno accettato. Vado. Ciao. Aprile aurait dû être un documentaire politique sur les élections italiennes de 96. Mais la naissance du petit Pietro a tout bouleversé. Dans ce journal très intime, les nouvelles sont excellentes. Avec ce film, j'ai découvert que la vie personnelle d'un individu est plus importante que la vie politique de tout un pays. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. J'en suis le premier surpris. En Italie, où le film est sorti, une partie de la critique a accusé Moretti d'égocentrisme. Le choix du prénom, les premières dents du petit. Il filme avec tendresse son fils, sa femme, sa mère. Bref, il ne parle que de lui-même. Ouais, je suis égocentrique. Et j'ai de la chance, puisque, partant de mes expériences personnelles, je peux raconter des histoires qui touchent tout le monde. Avec même un clin d'œil pour les festivaliers. Tu devi imparare la serenità tibetana. Ti ricordi Bernardo Bertolucci cosa ha detto? Al Festival di Cannes, anche se non vinco un premio, non importa. Io sarò lo stesso tranquillo. Pour être heureux, il y a encore mieux que la Vespa, être papa. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité. D'abord, Xavier Tibéri, la femme du maire de Paris, en garde à vue pendant 7 heures aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur les emplois fictifs du Conseil général de l'Essonne. D'autres emplois fictifs à la mairie de Paris, 200 au total dans les années 80, représentant 100 millions de francs de salaire annuel. Révélation de l'ancien directeur du personnel de la mairie de la capitale, Jean Tibéri, le maire actuel, porte plainte. Voilà, dans un instant, la météo. Sophie Davant, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.